Ta-da-da-da. Oui. Ça, c'est le plus beau. Oh, ça alors, je vois pas pourquoi. Oui, il y avait plein de volumes qu'on voyait pas. C'est à pas la mal, télé. hein, ça c'est assez présent quand même. Hein. Ouais. La lumière est vachement bien. C'est assez présent. Hein. Het goede van mensen als Anne en Patrick is dat zij een metafoor hebben gevonden voor wat wij allemaal zijn. We zijn een tijdelijk vehikel met een geest. En door die prachtige vorm die de natuur daarvoor bedacht heeft, onze schedel als vorm te kiezen, die vaak terugkomt in hun werk. En dat geeft een beeld van wie zij zijn. Maar niet zo heel precies dat je het één op één kan aanwijzen. Non, c'était intuition. Tu es sur quoi, toi, Patrick? Imagination. Imagination. Dat is ook zo mooi dat die tentoonstelling begint met die twee hoofden van hen. Die, alsof het de afgehakte hoofden zijn van enorme beelden, zoals je in Rome aan kon treffen. Het is aan de ene kant heel monumentaal en een beetje geladen. En aan de andere kant is het heel menselijk en kwetsbaar. En fait, on n'a jamais fait d'autoportrait sauf celui-là, où on est tous les deux vraiment ensemble et où il y a cette idée d'interpénétration. Parce que là, il y a vraiment, dans la photo là-bas, il y a vraiment une superposition, un mélange des deux images qui fait qu'on ne sait plus qui est l'un, qui est l'autre. Et là, c'est pareil, c'est une seule tête composée de deux visages. À Rome, dans le jardin de la Villa Médicis, où on a vécu longtemps, il y avait plusieurs hermes, c'était des stèles avec des têtes. Et il y avait souvent des stèles de Janus. Janus est un dieu romain qui avait deux têtes comme ça accolées, l'une regardant vers le passé, l'autre vers le futur. Donc ça correspond aussi à notre travail. Deux personnalités aussi, Et qui changent hein, en interchangeables. permanence, mais quand même, il y a une base. Voilà. Ouais. Dans notre travail, on essaye toujours de trouver des architectures qui soient des métaphores de la mémoire. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, nous, dans notre travail, avant tout, c'est la mémoire. Et une de nos architectures favorites étant le théâtre, la bibliothèque et le musée. Tous des endroits de transmission et de conservation de la mémoire. C'est pour ça que là, il y a deux théâtres. Hein. Celui-là, c'est comme un théâtre où il y a eu des tragédies, des comédies. Il y a donc des histoires qui se sont passées là. C'est un théâtre qui a vécu. Ça, c'est un théâtre idéal. Voilà. L'architecture comme image de la mémoire. Et ça, c'est une notion qui a été développée depuis l'Antiquité. Il y a Giulio Camillo qui invente un théâtre qui s'appelle le théâtre de la mémoire. C'était une tentative de rassembler toute la mémoire du monde. Et ce théâtre est extraordinaire, mais il a disparu. On a un peu fantasmé, on a beaucoup imaginé à partir de ce théâtre comme organisation de la mémoire. Mnemosyne, elle a donné naissance à toutes les muses. C'était la mère des muses, donc de tous les arts. Hein. Alors, dans la partie centrale, nous avons deux théâtres, de part et d'autre, qui sont le théâtre de la mémoire et le théâtre de l'oubli. Et au milieu, il y a tous les endroits. Au centre, c'est le lieu où se mélangent les images de la mémoire et de l'oubli pour former le rêve et l'imagination artistique. On rentre par les parties claires de la conscience et on va jusqu'aux parties sombres. Entre les bâtiments, on ne le voit pas, mais il y a des souterrains qui communiquent. Oui, parce que cette pièce, on l'a faite pendant la guerre du Golfe.
Et on parlait tout le temps, on avait la radio toute la journée quand on écoutait, quand on travaillait. Et il y avait toutes ces histoires de souterrains en Irak que Saddam Hussein avait construit. Et donc tout le monde. Et alors, ça nous a donné le principe de faire cette bibliothèque, cette grande chose, justement sans aucune route ou rue visible, parce que tout est souterrain. Tout est invisible. Si on regarde les dessins, on peut avoir peut-être des explications plus... Ça, c'est les notes de l'architecte archéologue, et il essaye de comprendre comment ça marche. Alors là, il y a les différents placements des acteurs, etc., et à quoi ça correspond. Et après, quand on a fait toutes ces notes, on les superpose comme un palimpseste, comme la mémoire qui a des espèces de strates. Comme les strates de choses. Là, voilà, par exemple, ici, tu as les bâtiments, le nom des portes, porte de Chaos, porte de Chronos, le temps, le chaos, porte du rêve et du sommeil, porte de la mort. En fait, c'est tout ce qui guide notre psyché. En fait, ça nous aide à comprendre de faire des choses comme ça. Mais ça, c'est une taille énorme. Hein. C'est pas une des plus grandes. Hein. Oui, non, c'est pas la plus grande. Non. Dat dus iets wat subliem was, rotzooi wordt en vanuit die rotzooi weer gesublimeerd kan worden tot iets wat heel bijzonder is. Dat is iets wat hun fascineert. Je maakt voortdurend iets nieuws op basis van wat er vernietigd is geworden. Het voor de meeste mensen oude meuk is. Hè? Ik bedoel, het is voor een deel letterlijk oude meuk. En zij kijken ernaar op een manier waarbij voor sommigen dat misschien archeologie is, of zoals dat dan vaak genoemd wordt, Spurensicherung, hè? Nog dingen uit het verleden redden om ze nu een rol te geven. En het is niet romantisch, het is vaak gewoon nogal schrijnend. Die iglo, die plastic met lucht gevulde bol, daar staat een hut in van iemand die een enorme catastrofe heeft overleefd en allerlei spullen bij elkaar heeft gevonden waarmee hij nog iets terugbrengt van wat er ooit geweest is in een wereld die er niet meer is. In zekere zin is dat de catastrofe die we voortdurend bezig zijn aan te richten. Dus het is niet alleen maar terugkijken, het is ook heel nadrukkelijk vooruitkijken. Misschien net iets verder soms ook dan we soms zouden willen beseffen dat dat zou kunnen gebeuren. Il faut aller sur la droite. Il faut monter sur la droite. Je n'ai plus de peinture.
de fin de l'exposition. C'est cette énorme cité après un désastre, Exotica. C'est pas vraiment un désastre. Mais ça a l'air d'être... C'est un désastre, mais C'est une ville qui ne va plus très bien. C'est une pièce qu'on a fait en 2000. 1999-2000. On sentait que les choses n'allaient pas très bien et on avait envie d'en parler. Et pour construire cette ville, on a ramassé tout ce que... On s'est servi de tout ce qu'on jette tous les jours, tous les matériaux, des bouteilles en plastique, des boîtes, des containers. Tu vois, ça, c'est des choses, des cotillons pour les fêtes. Bon, enfin, Et c'est construit uniquement avec des choses comme ça. Des restes. Quand même, il y a un plan pour cette... Non, pas du tout. Non. Aucun plan. Ça s'est C'est développé, comme une ville, comme vraiment ça tout peut seul. faire ce genre de choses. C'est-à-dire que mais une C'est ville ça. qui n'aurait pas eu d'urbanisme. Les gares ne conduisent rien, nulle part. Les rues s'arrêtent. Il n'y a aucune circulation possible. C'est une ville absurde, absurde, totalement absurde. Ik was zo versteld over het feit dat dus al die anekdotiek die erin zit. Want er zit nu toch vol verhalen, hun eigen verhaal. Het verhaal van de klassieke oudheid. Het verhaal van spoorwegbaantjes bouwen, weet ik het. Er zitten heel veel elementen in langs welke je het zou kunnen benaderen en zou kunnen wegzetten misschien zelfs wel. En als je dan uiteindelijk kijkt naar wat staat er nou helemaal kaal, dan staan daar ongelooflijk interessante objecten waar je met heel veel plezier naar kunt kijken. En die je dan opnieuw weer kunt gaan lezen via die verhalen die erover verteld worden of die je er zelf in kunt leggen. En dat maakt het, vind ik, fascinerend. Dat geeft het ontzettend veel handvatten waarmee het beleefd kan worden.